Sans trop tarder, nous allons démarrer la session suivante sur la sténose aortique, les zones grises. Mais tout d'abord, je voudrais vous souhaiter tous, enfin à toutes et à tous, une très bonne année. Nous allons accueillir ensemble notre ami, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais j'en doute, Philippe Ibarro, l'Université de Laval au Canada, qui est parmi les plus grands experts dans la maladie aortique et toutes les valvulopathies que nous pourrions nous rencontrer dans notre pratique ou dans nos pratiques quotidiennes. Le grand avantage que Philippe a est le fait d'être un core lab de la plupart des études internationales que vous lisez, vous continuez à lire, et qui fait de lui la personne la mieux placée pour nous parler des zones grises. Parce que les publications nous rapportent des résultats bien choisis, mais il y a tout ce qu'il y a autour de ces études, et des résultats rapportés, et ce sont des choses très importantes que vous rencontrez tous les jours dans votre pratique. Donc sans trop tarder, un grand merci à Philippe d'avoir fait le déplacement, et la parole est à toi. Merci Tom, c'est un grand plaisir d'être ici. Écoutez, après ces années Covid, de vous voir en vrai, en personne, et en plus ça me permet d'échapper à une grosse tempête de neige qu'il va y avoir demain et après-demain. C'est ma conjointe par contre est moins ravie parce qu'elle va devoir manier la pelle. Donc, j'ai des conflits d'intérêts, notamment, comme Thomas l'a mentionné, on est core lab pour plusieurs grandes études dans le domaine du TAVI en particulier. Alors, il y a plusieurs zones grises et j'ai choisi de parler de ces zones grises-là plutôt. Les zones grises qui concernent surtout le RAC à bas débit, bas gradient, parce que c'est une entité qui est difficile. En effet, lorsque vous avez un patient avec un RAC, un gradient élevé au-dessus de 40, patient asymptomatique, il n'y a pas grand débat. Il y a une indication de classe 1 de remplacement valvulaire aortique. Là où ça devient plus compliqué, c'est lorsqu'on a cette combinaison de ce qu'on appelle de grading un peu discordant, avec une aire valvulaire qui est sévère, mais un bas gradient. Et il y a trois types de RAC à bas gradient, et c'est vraiment l'entité que je trouve la plus difficile à gérer dans le domaine du RAC. Donc encore une fois, c'est une surface valvulaire aortique qui est sévère, mais un gradient qui ne l'est pas. Donc la sévérité demeure incertaine. Et il y a trois catégories à distinguer. Il y a ceux qu'on appelle les RAC à bas débit, bas gradient classiques. Ça, c'est les patients avec fraction d'éjection effondrée, donc ils sont en bas débit et ils ont souvent un bas gradient, malgré un RAC sévère. Ensuite, il y a ceux qui ont une fraction d'éjection préservée, mais nonobstant un bas débit qui est défini dans les recours. C'est le volume d'éjection indexé de moins de 35 ml par mètre carré. Et ça, c'est ce qu'on appelle le RAC à bas débit, bas gradient paradoxal, une entité qu'on a décrite pour la première fois en 2007, qui est rentrée dans les recours en 2012. Et c'est un peu l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée du RAC, une entité difficile à diagnostiquer et grader. Et puis, il y a aussi une autre catégorie qui n'est pas tellement bien adressés dans les guidelines, qui sont ces patients, ce qu'on appelle avec un bas gradient, mais qui sont à débit normal. Donc, ils ont une fraction d'éjection préservée, un débit normal selon le volume d'éjection indexé, mais ils ont quand même cette discordance entre l'aire valvulaire et le gradient. Alors, commençons par la première entité, ceux avec la fraction d'éjection abaissée, le RAC à bas débit, bas gradient dit classique. Les recours américaines nous disent indication de classe 1 de remplacement valvulaire aortique si le patient est symptomatique, ce qui est souvent le cas, et si l'écho de but nous montre un RAC donc serré, c'est-à-dire un gradient qui passe au-dessus de 40 avec une aire valvulaire qui reste en dessous de 1 cm². Les recours européennes il y a deux sous-groupes. Il y a les patients qui ont une réserve de flux, une réserve contractile à la DOBU, qui vont démontrer un RAC serré tel que défini par une aire valvulaire qui reste en dessous de 1 cm². Alors ceux-là ont une indication de classe 1 de remplacement valvulaire. Par contre, ceux qui n'ont pas de réserve de flux, qui sont plus difficiles, où là souvent le résultat de la DOBU est un peu incertain et où on va éventuellement confirmer la sévérité par un scanner calcique, un scanner pour évaluer le score calcique, selon une indication de type 2A. Alors, quelques exemples. Ça, c'est le cas plus facile, je dirais, où vous avez, vous voyez, un ventricule qui répond bien à la DOBU, un volume d'éjection qui augmente, un gradient qui augmente et qui passe clairement sévère, et une aire valvulaire qui reste dans la plage sévère. Donc là, il n'y a pas de problème. La DOBU
à réconcilier, si vous voulez, l'air valvulaire et le gradient, on est en présence d'un RAC vraiment sévère et donc une indication de chirurgie ou de TAVI et de type classe 1. Ici, un ventricule un peu plus mou, vous voyez, qui ne répond pas très bien à la début. On n'a pas de réserve contractile, de réserve de flux comme on avait précédemment. D'ailleurs, la fraction d'éjection change peu, le débit ne change pas. Et donc, finalement, évidemment, le gradient augmente un tout petit peu, mais pas significativement, et l'air valvulaire ne change pas, mais c'était attendu parce qu'il n'y a pas de changement de débit. Donc, dans ce cas-là, la discordance qu'on avait au repos, on l'a toujours sous dobutamine, et on n'est pas plus avancé avec la dobutamine, on n'a pas de réserve de flux, on ne peut pas conclure. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ce type de patient? Eh bien, c'est là qu'il faut penser multimodalité, imagerie multimodalité, un scanner sans contraste, et par la méthode d'Agaston modifiée, on va quantifier le score calcique et s'en servir pour différencier une sténose pseudo-sévère versus vraiment sévère. Alors, point important, lorsque vous utilisez le scanner cardiaque pour quantifier le score calcique, on doit utiliser des seuils qui sont différents chez l'homme et chez la femme. Donc, la définition du RAC serré, c'est un score calcique au-dessus de 2000 pour l'homme et de 1200 pour la femme. Et le cas que je vous ai montré, que je viens juste vous montrer, c'est le cas qui est à droite. Donc, clairement, un score calcique très élevé qui confirme un RAC vraiment sévère et, a priori, une indication de remplacement valvulaire aortique, mais qui, selon les recommandations européennes, est un peu moins forte, donc 2A. Effectivement, on est un peu ambivalent par rapport, ou on était ambivalent par rapport à ces patients qui n'avaient pas de réserve à la dobutamine, parce que dans les études initiales, notamment ce registre français bien connu, et ce beau papier qui a été piloté par Christophe Tribouillois, on voit que ces patients avaient une mortalité opératoire à 30 jours qui était assez élevée, hein, proche de 20% dans les séries initiales. C'était évidemment toutes des séries chirurgicales, mais malgré tout, malgré ce risque opératoire élevé, eh bien, le pronostic demeurait quand même nettement meilleur qu'un traitement médical, c'est-à-dire que de ne rien faire sur la valve. Donc, finalement, les recos concluent qu'il y a quand même, malgré ce risque opératoire, une indication importante. Alors évidemment, depuis, on a le TAVI qui est arrivé, et on a répété l'exercice qui avait été fait par Christophe Tribouillois sur ces séries chirurgicales, mais on l'a fait sur les séries TAVI, dans le contexte du registre Topaz, et on s'est aperçu que là, de façon intéressante, le pronostic est relativement bon, qu'il y ait ou pas de réserve de flux, de réserve contractile à la début. Et en fait, la survie est similaire. L'amélioration de la fraction d'éjection et de la classe fonctionnelle NYHA est similaire dans les deux groupes. Donc, ce qui est un argument, je pense, indirectement, d'utiliser plutôt un TAVI plutôt qu'une chirurgie chez ces patients avec ventricule gauche vulnérable qui n'ont pas de réserve contractile. Alors là, on rentre dans une autre zone grise, un petit peu plus difficile peut-être. Contrairement aux deux autres patients précédents, ici, vous voyez que c'est un patient qui a une réserve de flux, qui part vraiment d'une fraction d'éjection très altérée, à 20%, mais qui augmente à 30%, de belle réserve de flux. Là, le gradient augmente avec la début, mais il reste en dessous de 40, donc il reste modéré malgré tout. Et l'air valvulaire qui était sévère au repos, 0,85, se retrouve à 1,2, donc elle est modérée. Donc là, on vient d'exclure une sténose vraiment sévère. On parle d'une pseudo-sténose. Mais attention, pseudo-sténose ne peut pas dire pas de sténose. Okay? On parle quand même d'une bonne sténose modérée. Et la question suivante, c'est est-ce que cette sténose modérée est vraiment bénigne pour ce patient qui est en insuffisance cardiaque systolique avec une fraction d'éjection de 20%? La réponse est non. Il y a eu plusieurs études qui ont montré qu'une sténose modérée n'est pas bénigne, surtout pas dans le contexte de ces patients avec fraction d'éjection abaissée. Ça, c'est l'étude la plus récente qu'on a faite. C'est pas randomisé, mais on voit que les patients, la courbe bleue, qui ont une sténose modérée avec insuffisance cardiaque, fraction d'éjection abaissée et qui ne sont pas opérés, qui n'ont pas de remplacement valvulaire, eh bien, le pronostic à 6 ans est très très mauvais avec une mortalité de l'ordre de 88%. S'ils sont opérés, eh bien là, la survie est bien meilleure et presque similaire à un groupe matché de patients avec insuffisance cardiaque, fraction d'éjection similaire, mais pas de sténose aortique. Donc, je pense que le message ici, c'est que ce qui est modéré en termes de sténose aortique pour un bon ventricule avec une bonne fraction d'éjection peut être équivalent finalement à sévère pour un ventricule qui a une fraction d'éjection abaissée. Et c'est ce qui nous a conduit un peu à
à concevoir cet essai clinique un peu provocateur, certes, qui est l'essai clinique TAVR Unload. C'est un essai clinique où, justement, on recrute exactement le type de patient que je viens de vous montrer, donc des patients avec sténose modérée, donc pseudo-sténose, donc eux, ils sont exclus des autres essais cliniques où on recrute des patients avec RAC sévère, et avec fraction d'éjection abaissée, insuffisance cardiaque systolique, qui ont eu un traitement médical vraiment optimisé, et ils sont randomisés à TAVI, maintenant, alors qu'ils ont encore un RAC modéré seulement, versus on continue le traitement médical. Alors, on vient de terminer en décembre le recrutement. Ça a été un peu plus difficile qu'on pensait et un peu plus lent, mais donc là, on attend les résultats dans 1 an au moins. Et puis, il y a un autre essai clinique qu'on vient de démarrer, enfin, il y a déjà quand même quelques mois, qui s'appelle l'essai clinique Progress. Alors, Progress, c'est un peu plus large que TAVR Unload, c'est-à-dire que c'est des patients avec RAC modéré et qui ont des évidences de dommages cardiaques ou des symptômes. Donc, ça inclut, oui, les patients en insuffisance cardiaque systolique, mais aussi les patients en insuffisance cardiaque fraction d'éjection préservée et les patients qui ont une fibrillation auriculaire. Donc, c'est une sténose modérée, disons qu'on va dire à risque. Ce n'est pas toutes les sténoses modérées. Et là, même chose, on fait une randomisation, TAVI maintenant, par voie transfémorale versus surveillance clinique. Et là, le recrutement, par contre, va bon train. Alors, ça résume un petit peu tous les essais cliniques qu'on a actuellement pour ces zones grises. Il y a, comme je viens de le parler, donc les patients avec RAC modéré et qui ont des évidences d'insuffisance cardiaque ou des débuts de décompensation. Donc, il y a l'essai clinique TAVR Unload, il y a l'essai clinique Progress, il y en a un autre qui s'appelle Expand, qui Progress est effectué avec la plateforme Sapien 3. Expand, c'est avec la plateforme Evolute Pro. Et puis, il y a une autre zone grise dont je n'aurai pas le temps de parler aujourd'hui, mais qui est toute cette question du RAC asymptomatique sévère. Donc là, on vient de parler du RAC modéré symptomatique à risque, puis de l'autre côté du spectre, évidemment, il y a le RAC asymptomatique sévère, pour lequel il y a déjà des indications dans les recours, des indications de type 2A, mais pour lesquelles on hésite encore à savoir est-ce qu'on doit intervenir tout de suite dès qu'on a un RAC sévère, même s'il est asymptomatique, même s'il n'y a pas d'autres marqueurs de risque, ou est-ce qu'on devrait avoir considéré des marqueurs de risque avant d'intervenir? Alors, il y a plusieurs essais cliniques, des gros essais cliniques en cours. Il y a l'essai clinique EVOLVE qui a été publié, c'est un essai clinique de petite taille en Corée du Sud. Et on a Early TAVR qui est en cours, dont le recrutement est terminé. On pensait avoir les résultats en 2023, il va falloir attendre, je pense, 2024, de ce que je comprends maintenant. Et puis, il y a aussi un essai clinique EASY qui origine du Royaume-Uni. Alors, là, on passe dans l'autre zone grise, un petit peu plus grise, c'est les patients avec RAC à bas débit, bas gradient paradoxal. Ça a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive. Donc, dans les recos, c'est défini comme une aire valvulaire qui est en dessous d'1 cm², qui est aussi sévère lorsqu'on indexe par rapport à la surface corporelle, donc avec ce seuil de 0,6, mais un gradient qui est non sévère, donc en dessous de 40, une vélocité pic en dessous de 4, avec une fraction d'éjection préservée. C'est là la grosse différence par rapport au groupe qu'on vient de voir. Et malgré cette fraction d'éjection préservée, on a un bas débit. Parce que finalement, c'est l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, c'est un peu la même pathophysiologie. Et lorsqu'on a décrit cette entité en 2007, on a utilisé le vocable de paradoxal parce qu'on a un bas débit malgré une fraction d'éjection préservée. Ça semble un peu paradoxal, maintenant on comprend bien pourquoi. Et maintenant, dans les recours aussi bien européennes qu'américaines, il y a une indication chez ces patients de faire un scanner cardiaque sans contraste pour pouvoir confirmer la sévérité de la sténose. Parce qu'effectivement, chez ces patients-là, ce n'est pas la DOBU qui est l'outil idéal, comme chez les patients avec fraction d'éjection abaissée. On va utiliser plutôt le score calcique pour confirmer la sévérité. Parce que, comme chez les patients avec RAC à bas débit, bas gradient classique et fraction d'éjection préservée, il y a une proportion de ces patients qui vont avoir une sténose pseudo-sévère, et il faut les exclure. Alors, les recommandations américaines 2020-2021, elles ont été publiées fin 2020,
mettre une indication de classe 1 maintenant de remplacement valvulaire aortique pour ces patients avec RAC bas débit bas gradient paradoxal. C'est ce qu'ils appellent le stade D3. Si le patient est symptomatique et si on peut confirmer évidemment la sévérité de la sténose. Alors, les recommandations européennes sont toujours restées sur un 2A. Alors pourquoi on a une différence? Bon, ça fait partie des zones grises entre les deux recommandations. 2A ou 1, de toute façon, c'est une indication quand même assez forte d'intervenir. Donc clairement, chez ces patients, si on a une évidence de RAC serré, il faut intervenir. C'est un exemple typique. C'est souvent une entité qu'on retrouve plus souvent chez les femmes âgées, qui ont souvent de l'hypertension concomitante, donc comme cette patiente par exemple, qui était symptomatique, fraction d'éjection clairement préservée, Simpson biplan à 65%, un strain longitudinal qui est quand même un peu abaissé. Elle a une dysfonction diastolique, comme souvent chez ces patients avec une augmentation des pressions de remplissage. Et quand on regarde, l'air valvulaire est à 0,64, indexé 0,36, l'indice de vélocité 0,19, donc tout ça c'est sévère, d'accord? Mais le gradient est seulement 26 mm de mercure, donc on pourrait dire est-ce que c'est vraiment serré ou pas. Et effectivement, c'est une patiente qui a une fraction d'éjection qui est préservée, mais vous voyez, le volume d'éjection est abaissé. Et quand on regarde la valve, vous serez d'accord avec moi que cette valve ne semble pas normale, elle est épaissie, calcifiée, ça ressemble plus à un RAC serré. Alors, il y a cet algorithme que j'aime bien dans les recos européennes qui vont vous guider à savoir quoi faire lorsque vous avez cette discordance entre l'air valvulaire et le gradient. Tout d'abord, vérifiez vos mesures, surtout le diamètre de la voie de chasse. Et ensuite, bien, vous allez considérer la fraction d'éjection et le débit. Si vous êtes dans un cas de fraction d'éjection abaissée avec bas débit, ça c'est la situation de gauche, c'est le bas débit bas gradient paradoxal. Là, ce qui est indiqué selon les recos, c'est de faire une écho-d'obus basse dose. Et si on peut susciter un gradient au-dessus de 40, une aire valvulaire en dessous de 1 cm², ça confirme que c'est une sténose vraiment sévère et l'indication d'intervention. Pour ceux, par contre, qui ont la fraction d'éjection préservée avec le bas débit bas gradient paradoxal, la DEBU, encore une fois, n'est pas l'outil optimal, le test diagnostique optimal pour ces patients. On va plutôt utiliser un score calcique. Et puis, vous noterez que pour les patients qui sont les fameux patients avec fraction d'éjection préservée et débit normal, les recos concluent que la sténose aortique est peu probable. En fait, je pense une sténose aortique sévère est peu probable. Je ne suis pas tout à fait d'accord là-dessus. Je pense qu'elle est moins probable, mais il y a quand même une proportion de ces patients avec ce bas gradient à débit normal qui ont un RAC serré, et s'ils sont symptomatiques, il faut intervenir. Alors, je reviens à notre patiente en bas débit bas gradient paradoxal. Score classique très élevé, surtout pour une femme, donc clairement une sténose sévère, elle a eu un TAVI et ça a bien évolué. Ça me permet de vous amener vers une autre zone grise, qui est l'amylose cardiaque. Il faut faire attention à ça, surtout chez ces patients dont on vient de voir, les patients avec bas débit, bas gradient, et surtout ceux avec fraction d'éjection préservée, qui ont cette hypertrophie concentrique. On a à peu près 10 à 15% des patients qui ont un cheval de Troie, si vous voulez, qui ont cette amylose cardiaque en arrière. Alors quand on a cet aspect assez typique avec cette hypertrophie biventriculaire, cet aspect un peu brillant du myocarde, hypertrophie du septum interauriculaire, une altération de la cinétique longitudinale avec préservation au niveau apical, il faut penser à l'amyloïdose. Alors il y a un certain nombre de critères d'appel, échocardiographique, clinique, si vous avez une histoire de tunnel carpien, électrocardiographique également. N'hésitez pas à faire une scintille osseuse pour confirmer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas traiter la sténose aortique, attention. Si on a un RAC serré, qui amylose ou pas, il faut traiter le RAC, parce qu'autrement le pronostic sera très mauvais, et encore pire s'il y a de l'amylose. Par contre, ça vous donne le signal que peut-être il faut considérer un traitement pharmacologique pour adresser l'amylose, tafamidis ou autre. Et chez ces patients-là, il peut y avoir des faux négatifs au scanner cardiaque parce qu'il y a de plus en plus d'évidence qu'on pourrait avoir un RAC de forme amyloïde. C'est-à-dire que la substance amyloïde va infiltrer bien sûr le myocarde, mais aussi les valves, et peut conduire à de l'épaississement des valves et peut conduire à une sténose, et en particulier une sténose aortique. Donc on aurait une forme de RAC qui pourrait être une forme amyloïde. Et donc évidemment, dans ce cas-là, le scanner va vous donner très peu ou pas de calcium, et donc vous allez considérer que le RAC n'est pas serré alors qu'il l'est. Donc attention à cet écueil.
Alors pour pallier à cet écueil, on a récemment, avec des collègues écossais, travaillé plus avec le scanner angio, donc avec injection de produits de contraste, où là on est capable non seulement de quantifier le volume de tissu calcifié que vous voyez en vert, mais aussi le volume de tissu non calcifié, fibre dense, qui est en rouge. Et vous voyez qu'on a des grosses variations selon les patients. Si vous prenez les deux patients qui sont en bas à droite, au milieu, c'est un homme avec beaucoup de calcium, peu de fibrose, et à droite, c'est une femme avec beaucoup plus de fibrose et très peu de calcium. Et ça, c'est typique. Les femmes ont souvent moins de calcium, mais plus de fibrose au niveau de leur valve. Alors, au niveau du type de remplacement valvulaire aortique, et là je sais que ça va intéresser beaucoup Thomas, c'est quoi qui est mieux pour ces patients avec bas débit, bas gradient, cette entité très difficile? Eh bien, d'après le registre Topaz, encore une fois, attention, c'est non randomisé, on a fait des ajustements et tout ça, mais bon, c'est imparfait. C'est quand même la solution la moins effractive qui marche le mieux, donc le TAVI transfémoral, suivi de la chirurgie. Le TAVI avec des voies alternatives est moins bon, et le pire, eh bien, c'est de rien faire, donc le traitement conservateur. Et si on regarde une fois qu'on intervient, ça c'est les résultats de l'essai clinique Partner 2 qu'on a fait avec Erwan Salin il y a quelque temps. Et en fait, les groupes avec bas débit, bas gradient paradoxal, les groupes avec bas gradient et débit normal, parce qu'il y en avait quand même pas mal, eh bien, ont un outcome qui est excellent, aussi bon que le RAC à haut gradient typique. Bon. Les seuls qui ont une mortalité un peu plus élevée, et c'est significatif, c'est le RAC à bas débit, bas gradient classique et fraction d'éjection abaissée. Alors, une autre zone grise, puisqu'on est dans le choix entre TAVI et SAVR, qu'on a dans les recos et qui a fait couler aussi beaucoup d'encre, surtout sur Twitter, je peux vous le dire, c'est cette différence qu'on a entre les recos européennes et américaines quant aux critères d'âge pour considérer un SAVR plutôt qu'un TAVI ou vice-versa. Alors, les recos américaines qui ont été publiées en premier, pour moins de 65 ans, bon, clairement, on va plutôt vers le SAVR. Plus de 80, c'est le TAVI. Mais après, il y a cette grande fenêtre où se situe la grande majorité de nos patients avec RAC, entre 65 et 80, où on dit, bah, écoutez, arrangez-vous, vous pouvez utiliser la chirurgie ou le TAVI, et puis c'est une décision partagée avec le patient qui est fort importante, hein, il faut prendre l'avis du patient. Mais du coup, ça ouvre la porte pour le TAVI jusque pour des patients qui ont 65 ans, qui sont relativement jeunes, alors qu'on n'a pas encore de confirmation de la durabilité du TAVI à long terme. Alors, les recos européennes ont été plus dichotomiques et ont mis la barre à 75 ans en disant au-dessus de 75 ans, eh bien, on va préférer un TAVI et en dessous, on va préférer une chirurgie. Évidemment, bon, c'est à pondérer selon le risque chirurgical, etc. Et donc, vous voyez qu'il y a une zone grise si on compare les deux recommandations. Entre 65 et 75 ans, si vous allez avec une des recommandations, vous serez plutôt chirurgie, alors que si vous allez avec l'autre, vous auriez la porte ouverte vers le TAVI. Alors, en résumé, eh bien, clairement, l'écho de but a un rôle, mais qui est un peu plus niché, un peu plus limité, vraiment pour ces patients avec fraction d'éjection abaissée qui ont cette entité de bas gradient, bas débit classique. Le scanner sans contraste devient de plus en plus populaire et de plus en plus utilisé pour ces patients avec bas gradient. Non seulement les bas gradients avec fraction d'éjection préservée, comme on a vu, mais même, je dirais que, je ne vous cache pas que dans notre institution, on a de temps en temps, des fois, même chez les patients avec fraction d'éjection abaissée, aller directement au score classique plutôt que de faire une DOBU. Surtout si le patient a des blocs de branches, de la FA, des choses qui ne vont pas très bien répondre avec la DOBU. Et en termes de perspectives futures, bien, il y a le scanner avec contraste qui permet d'être un peu plus complet, pas juste de voir le calcium, mais aussi le tissu fibreux, dense, qui participe à la sténose et qui permettrait d'éviter les faux négatifs qu'on peut avoir avec le scanner sans contraste. Le remplacement valvulaire aortique est indiqué et recommandé, puis c'est des classes 1 ou 2A, selon la présence de réserve de flux ou pas, pour les patients avec bas débit, bas gradient classique et fraction d'éjection abaissée. Pour les patients bas débit, bas gradient paradoxal, bon, si vous êtes en Amérique du Nord, il y a uniquement du classe 1.
Si vous êtes en Europe, c'est classe 2A, mais bon, il en reste qu'il y a une indication, il ne faut pas les manquer. Et je crois que pour tous ces patients avec bas débit, bas gradient, qui sont plus vulnérables, il y a quand même de plus en plus d'évidence que la méthode la moins effractive, la moins invasive, donc un TAVI par voie transfémorale semble être le mieux et ce serait sans égard à l'âge. Et puis, il reste cette entité si vous voulez, de bas gradient à débit normal, fraction d'éjection préservée, où on a cette discordance entre l'air valvulaire et le gradient qui n'est pas vraiment inclus dans les guidelines. Donc, il faut naviguer un petit peu. Je crois que première chose, confirmer la validité de vos mesures. Et ensuite, moi, je vous dirais, utilisez un peu la même approche que les bas débit, bas gradient classiques, c'est-à-dire si le patient est symptomatique, de confirmer la sévérité de la sténose par une autre modalité d'imagerie, à savoir le scanner cardiaque. Si vous avez un score calcique qui est élevé, au-dessus de 2000 chez un homme et 1200 chez une femme, je crois que c'est un bon argument pour considérer une intervention. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci Philippe. Philippe, je t'invite à t'asseoir à côté de moi, ça sera plus simple pour la discussion. Merci à tous ceux qui sont restés pour les 4 minutes qu'on va pouvoir partager avec Philippe pour quelques questions. Un sujet assez fréquent dans votre pratique quotidienne. Est-ce qu'il y a des questions de la salle, s'il vous plaît? N'hésitez pas. Vous avez évoqué le RAC sur cardiopathie amyloïde. Est-ce que et fibrose versus calcium, est-ce que le fait de faire une IRM cardiaque dans le cadre du bilan de l'amylose, est-ce que c'est quantifiable avec un rehaussement tardif? Est-ce qu'on peut se focaliser sur la valve précisément et regarder la fibrose ou pas du tout? Alors, on a essayé, c'est très difficile, hein, notamment, on a essayé de mesurer le volume de tissu valvulaire, finalement, qu'il soit fibreux ou calcique, peu importe, par IRM, et on n'y est pas bien arrivé. On y arrive ex vivo, quand on met des valves explantées dans la machine d'IRM, mais in vivo, juste le tracking de la valve est compliqué. Donc, clairement, c'est beaucoup plus facile à faire avec un scanner injecté. Merci. Bonjour, merci pour ce talk très intéressant. Quand est-ce que vous passez l'IRM cardiaque dans le bilan d'une sténose aortique? Je dirais que pour l'instant, ça reste surtout, à part ce qu'on vient de mentionner, peut-être l'amylose, là, où ça peut être un point quand éventuellement on cherche d'autres critères pour l'amylose, quoi qu'il y en a beaucoup. Hein. Je pense qu'il y a plusieurs drapeaux rouges qu'on peut aller chercher par l'électrocardiographie, la clinique, l'écho. Hein. Un œil expérimenté reconnaît assez vite ou soupçonne assez vite une amylose. Donc l'IRM peut être un outil additionnel pour ça. Pour le RAC comme tel, c'est plus limité, mais... C'était pas pour le RAC, c'était justement pour la place de l'amyloïdose, la présence de l'amyloïdose dans ces sténoses aortiques, en fait. Oui, nous, ça reste... on l'utilise relativement peu, je vais être franc. Parce que souvent nos critères d'appel viennent des autres modalités et souvent c'est plus tiré par l'histoire clinique, l'électrocardiographie, quand on a un bloc de branche droit, hypovoltage, et l'écho. Il y a beaucoup de critères à l'écho qui sont, comme le cas que j'ai montré, bon, c'est assez typique, mais celui-là, il n'y a pas trop de débat. Donc, on utilise relativement peu l'IRM pour la suspicion ou la détection d'amylose, je dirais. Et quand on a les critères d'appel par les autres modalités, là, on est assez prompt à faire une scintille osseuse. Mais bon, pour le RAC comme tel, il y a quand même un intérêt, je pense, dans le futur de l'IRM pour évaluer la fibrose myocardique. Hein. Pour l'instant, ça reste un outil de recherche, mais le volume extracellulaire mesuré par T1 mapping, là, ça va, à mon avis, ça va devenir, d'ici quelques années, peut-être même être utilisé dans les recos pour le timing de l'intervention ou la stratification du risque. Donc aujourd'hui, l'IRM n'aide pas à la prise de décision thérapeutique. Dans le RAC, franchement non. Okay. Et dans l'amylose, je ne suis pas sûr non plus. Même si je suis un fan de l'IRM, bon, il y a des choses vraiment... À la rigueur, l'IRM est peut-être plus utile pour confirmer, quantifier des régurgitations aortiques ou mitrales. Encore une question, s'il vous plaît? Bonjour. Chez les patients qui ont une amylose cardiaque, avec un RAC à bas débit, bas gradient, et vous faites une écho d'obus qui est discordante. Donc la surface est toujours inférieure à 1 et le gradient il a monté un peu mais inférieur à 40. Et le score calcique il est bas. Dans ce cas, comment vous procédez? Est-ce qu'il y a d'autres examens que vous complétez ou bien juste une surveillance?
En fait, ce qu'on fait dans ce cas-là, on utilise, comme je l'ai montré, le scanner injecté, donc un CT angio, parce qu'avec le scanner injecté, on est capable de voir le calcium. Puis là, on n'utilise pas la méthode Agatston modifiée qu'on utilise pour le scanner non injecté, on va utiliser plutôt la méthode volumétrique, et on va être capable de quantifier non seulement la présence de calcium et le volume de calcium s'il y en a, et aussi de tissus non calcifiés. Comme je l'ai montré dans la diapo, là, tout le tissu qui était en rouge, là, c'est du tissu fibreux ou de la substance amyloïde. On ne peut pas dire ce que c'est du non calcifié, mais ça fait partie de la valve. Et s'il y en a beaucoup, c'est sûr que c'est un critère de sévérité. En fait, de plus en plus, on utilise maintenant le scanner injecté exactement quand on a cette situation-là, où on a fait une DOBU qui souvent ne marche pas très bien chez les patients avec amylose. Ils ne répondent pas très bien, n'ont pas beaucoup de réserve de flux. Souvent, une fraction d'éjection. Puis à la rigueur, on est souvent obligé d'arrêter parce qu'ils font des effets secondaires. Et on n'a pas de réponse avec la DOBU. Le patient est symptomatique. À l'œil, à l'écho, la valve a l'air pas normale, mais on aimerait bien avoir quelque chose un peu plus quantitatif. Donc, on va faire un scanner injecté. Mais ce n'est pas dans les recours pour l'instant. Et est-ce qu'il y a un seuil pour le degré de fibrose que vous dites c'est sévère ou c'est pas sévère? C'est quoi le seuil? Non, là, en fait, c'est par volume. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le volume global en millimètres cubes de tissus calcifiés et non calcifiés. On prend vraiment le fardeau global. Donc, c'est ça. Mais les seuils ne sont pas encore bien validés. Donc, il faudra plus d'études pour voir qu'est-ce qu'on confirme, qu'est-ce qui est sévère. En plus, comme je l'ai mentionné, peut-être que les patients avec amylose sont moins aptes à tolérer un RAC serré, que peut-être même un RAC modéré, pour eux, pourrait avoir des conséquences néfastes et pourrait mériter une intervention plus précoce. Mais ça... Philippe, malheureusement, on va être obligé de s'arrêter. On est pénalisé par la session précédente, mais vous pouvez continuer la discussion après cette session. Merci. Merci.